m'appelle Souria et je suis l'auteur d'un manga français qui s'appelle Tali, qui est ici. Je vais vous montrer un peu comment je procède pour créer le manga. J'ai apporté quelques documents, notamment des étapes de création et quelques vidéos. Puis à la fin, je vais essayer de dessiner quelque chose pour vous. Voilà. J'imagine que vous lisez un peu des mangas pour la plupart, parce que je vois qu'il y a des enfants qui sont très jeunes. Est-ce que vous avez peut-être des titres à recommander? Vous lisez quoi? Oui? Moi, je lis Fairy Tail, Naruto, One Piece, et j'avais commencé de Ah oui, il y en a d'autres. J'ai vu Demon Slayer en animé aussi. J'ai bien aimé la qualité de l'animé, mais j'ai moins accroché à l'histoire, je dirais. Mais l'animé est très très bien réalisé. En tout cas. Il y en a d'autres qui regardent des animés ou qui lisent des mangas, peut-être. Non, personne d'autre. Oui. l'atelier des sorcières. L'atelier des sorcières, ouais, je connais. C'est vachement bien. L'autrice Kawame Shirama, elle est considérée comme une des meilleures dessinatrices de la génération des mangas en ce moment. Donc c'est très sympa. Oui. Vous avez... Aussi, j'ai lu Little Witch Academia. Little Witch Academia, c'est un animé ça ou un manga? C'est un animé, hein. Et elle est deux? Ah, ok. C'est Trigger qui fait, non? Il me semble que c'est le studio Trigger. Alors moi j'avais vu ouais, des OAV, c'était vachement bien. Je vais juste amener peut-être le paperboard quand même. Est-ce que vous savez comment créer des mangas, des étapes de création? Il y en a qui connaissent. On commence d'abord par le scénario. Alors attendez, je vais écrire sur le paperboard. Est-ce que on peut... Je vais emmener ça, comme ça je peux écrire un petit peu. Merci. Est-ce qu'on peut... Oui. Merci. C'est fini. Donc, c'est bien, ça permet de refaire les dessins dessus. oui, c'est vrai. C'est le manga Tali. Et donc pour les étapes de création, donc, on commence par le scénario. Donc bien sûr, c'est l'étape la plus importante pour tâcher de créer une histoire, que ce soit... Bon, je ne touche pas mon micro parce que ça va le faire. Donc on commence par l'étape du scénario. Et pour la plupart des projets, c'est ce qui est le plus important, que ce soit dans... Est-ce qu'on peut enlever la lumière bleue? Ça va partir? C'est pour le rallumer après. Ah d'accord, pardon. Ben, donc je disais par rapport à l'étape du scénario, c'est que c'est ce qui est le plus important, bien sûr, que ce soit dans les films ou dans les séries, et en BD, en manga, c'est pareil, parce que si l'histoire est mauvaise, même si le dessin est très beau, bah, ça va pas être intéressant. Donc ici, on fait d'abord le scénario, puis après on a une étape qui s'appelle l'étape du storyboard. Le storyboard, c'est la mise en scène. Merci pour la lumière. C'est la mise en scène. Ça vous parle, cette étape-là? Vous connaissez? C'est combien de cases dans chaque page? Par exemple, ouais. C'est utilisé aussi en film. C'est souvent, par exemple, en film, on va avoir une feuille comme ça, avec les plans qu'on va filmer. Bien sûr, là, il y a écrit ce qui va se passer dans la scène, ou dans le plan. Ça permet de savoir ce qu'on va filmer en avance, préparer la narration. En fait, c'est la mise en scène pour raconter l'histoire et comment les plans vont s'enchaîner. Est-ce qu'ici, on va avoir une maison, ici, le personnage va parler. Et ben en manga, c'est pareil. Bon, on va travailler en double page, parce qu'on ouvre toujours un manga ou un livre en deux.
Par exemple, là, on a la page 1 et page 2. Et on va déterminer, avec le scénario déjà écrit, on va déterminer comment on va agencer les cases et comment on va placer les personnages dans la case, où on place les bulles, etc. Et le but, bien sûr, c'est de raconter l'histoire le mieux possible. C'est la narration. Donc, si on a un bon scénario, c'est bien. Mais si c'est bien raconté, c'est mieux. Je dirais que les deux étapes ici, c'est les plus importantes. C'est un peu le cœur du métier. Il y en a qui dessinent, en fait, ici? Oui, toi? Vous dessinez? Ok. Sur le scénario, oui. Vous l'écrivez dès le départ et c'est terminé, ou l'ajustez au fur et à mesure? Moi, je l'ajuste au fur et à mesure. C'est-à-dire que je fais déjà d'abord une première étape. Et après, c'est toujours des réécritures en fonction. Dans le scénario, je mets tout ce qui est création de l'univers, création des personnages. Et souvent, enfin, moi en tout cas, je pars du plus global au plus précis. Donc, je vais d'abord écrire la trame principale. Puis ensuite, je vais découper la trame principale en tomes. Et je vais réécrire le scénario pour chaque tome. Ensuite, le tome, je vais découper en chapitres et je vais réécrire chaque chapitre, et etc., jusqu'aux pages par page. Il y a juste les dialogues que j'écris pas, pardon. On va du plus grand au plus précis, quoi. Moi, je fais comme ça, en tout cas. Et il y a pas mal d'auteurs qui font comme ça, mais je pense qu'il y a plusieurs techniques. Vous avez travaillé tout seul sur vos mangas? Moi, je travaille tout seul, oui. Quand on travaille à deux, peut-être que c'est différent encore. À deux, oui, c'est très différent, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a souvent un scénariste et un dessinateur. Et parfois, il y a un coloriste aussi. Donc, c'est souvent des équipes et c'est un travail d'échange. Oui. Par exemple, pour Fairy Tail et pour Fairy Tail Seamless Quest, Fairy Tail Seamless Quest, il y a un dessinateur et un scénariste. Pour Fairy Tail normal, et bah, il y a Hiro Mashima, il fait scénariste et dessinateur. Oui, c'est ça, exactement. C'est un bon exemple. Fairy Tail et Fairy Tail de spin-off. En BD, c'est pareil, il y en a plusieurs. Il y a Astérix, par exemple. Ouais, il y a Des fois aussi, tu n'as qu'un nom, mais il n'y a pas qu'un nom derrière. Il y a des ateliers. Ah, les assistants, oui, bien sûr. Alors, les assistants, c'est vraiment spécifique au Japon. Enfin, en France, ça existe aussi pour certains projets, mais c'est pas aussi répandu qu'au Japon, où c'est presque la norme d'avoir des assistants au Japon. Donc, pour ceux qui savent pas, les assistants, on a l'auteur principal qui va créer l'histoire du manga, qui va dessiner, on va dire, les personnages, par exemple. Et les assistants vont aider à la création en dessinant les décors ou en faisant le remplissage des trames ou, par exemple, dessiner les cadres, des choses comme ça. La raison pour laquelle ils ont des assistants, c'est parce qu'ils ont souvent des dates butoirs pour rendre les chapitres qui sont assez courts. C'est prépublié souvent dans des magazines avant de sortir en volume relié. Donc on a des magazines qui sont hebdomadaires, donc doivent des fois rendre un chapitre par semaine, et c'est un gros travail. Bonjour. Excusez-moi. Non, pas de souci. Donc, oui. Et du coup, entre les deux, est-ce que vous faites le design du personnage? Oui, j'écris le scénario ici, mais en vérité, pour moi, c'est l'écriture. J'aurais dû mettre plutôt l'écriture de l'histoire. C'est tout ce qui est création. Donc, souvent, quand on va écrire le scénario ou quand on va développer l'histoire, on va aussi développer les personnages. On va commencer à faire quelques petits croquis déjà de préparation. Ça veut pas dire que les personnages doivent forcément être totalement fixes et avoir le design complet. Mais je pense qu'on a tous des images déjà qui arrivent et on essaye de le mettre sur papier. Vous mettez combien de temps pour faire un manga? Alors moi, je mets plus d'1 an. Je dirais qu'il y a que le tome 1 de Tali où j'ai mis moins d'1 an, mais en vérité, c'était un peu court. Et normalement, je mets plus d'1 an. C'est pas le même rythme qu'au Japon, bien sûr. Et une fois qu'on a fait ces 2 étapes de pré-production, on attaque enfin le dessin. Et dans le dessin, il y a 2 étapes qui sont importantes pour moi. Donc, on a les brouillons ou ce qu'on appelle les crayonnés. C'est un peu le terme traditionnel
pour dire brouillon ou esquisse. Et après, on met au propre avec l'ancrage, même si c'est pas fait forcément à l'encre, mais on a gardé le terme. Et une fois qu'on a fini donc les dessins, des planches, on va envoyer ça à l'éditeur qui va imprimer le livre. Oui. J'ai une question, comment on fait pour colorier l'ancrage? Pour colorier Pour colorier, ça dépend des auteurs. Moi, je fais à l'aquarelle souvent mes couleurs, mais maintenant, on utilise beaucoup le numérique pour faire les couleurs. Même pour le dessin, en vérité, mais la plupart maintenant font leur manga ou leur BD en numérique directement sur tablette. Mais moi, j'aime bien dessiner sur papier. Oui, les crayonnés, je fais en numérique, c'est vrai. Oui, bien vu. Oui. Totoro, c'est dessiné sur papier. Même que les couleurs, à cette époque, les couleurs aussi, c'était encore sur celluloïd. Donc tout est fait sur papier. Et après, bien sûr, c'est monté sur ordinateur. Le film est monté sur ordinateur. Mais une grande partie est fait sur papier, ouais. C'est bien, Totoro. J'aime beaucoup. Oui. Justement, j'en profite. Quel est votre rapport avec le numérique? Enfin, je veux dire, vous préférez dessiner sur du papier et ensuite vous êtes obligé de passer au numérique pour des raisons de production ou pour le plaisir aussi du numérique, je ne sais pas. Alors moi, le dessin, j'aime bien faire l'ancrage sur papier parce que c'est plus une question de sensation et de plaisir, hein, bien sûr. Donc j'ai déjà essayé de faire de l'ancrage en numérique. J'ai fait d'ailleurs toute une BD en numérique à l'époque, hein, mais c'était pas aussi plaisant pour moi. Même au niveau de la rapidité, le numérique c'est pratique parce qu'on peut recommencer à l'infini, par exemple. On peut zoomer aussi très très proche du dessin. Mais moi en fait ça me fait plus un blocage parce que du coup on va toujours chercher le trait parfait, par exemple. Et ce qui se produit pour la plupart, dont moi, ça fait un dessin qui est un peu froid à la fin. Ça manque un peu de vie des fois. Là où quand on dessine sur papier, quand il y a une erreur, on peut mettre du blanco, mais on peut pas recommencer toujours à l'infini. Et on va accepter les erreurs qu'on fait. Ça fait un peu partie après du style entre guillemets de l'auteur. Et c'est cette raison-là que j'aime bien dessiner sur papier. C'est garder les erreurs, c'est assez agréable. Et c'est plus rapide pour moi, bien sûr. Et par contre, au niveau de la production, il y a un passage obligatoire en numérique qui est celui de taper le texte et les dialogues. Et bien sûr, il faut envoyer les fichiers à l'éditeur qui sont en numérique pour pouvoir ensuite, bien sûr, les imprimer. Donc, dans tous les cas, il faudra scanner ces pages. Et j'ai une étape aussi qui est totalement numérique, c'est les trames. Je vais le mettre entre parenthèses. Les trames, c'est les niveaux de gris qu'on voit dans les mangas. Je vous montrerai, j'ai apporté quelques feuilles, quelques fichiers. T'avais une question? Oui. Mais avec quelle feuille vous utilisez pour que l'encre ne transperce pas la feuille? Alors moi j'utilise, on va rentrer dans une discussion de geek du dessin. Alors moi j'utilise, alors mon encre préférée, c'est l'encre Pilot Ink. Et c'est de l'encre par contre qui est importée du Japon, donc des fois on n'en trouve pas. Enfin, moi j'en trouve pas en ce moment sur Paris, c'est un peu embêtant. Mais pour moi c'est l'encre la plus fluide pour dessiner à la plume. C'est une question très technique. Et mais maintenant on peut trouver de l'encre noire. En fait c'est toujours faut toujours tester parce que ça dépend après de chaque auteur, chaque dessinateur. Il y a des encres qui vont être trop fluides, par exemple, ou qui vont être trop épaisses. Mais il y en a qui aiment bien, par exemple. C'est vraiment, ça dépend de chacun. C'est pareil pour les plumes, bien sûr. Il y a des plumes à dessin qui sont plus rigides ou plus souples que d'autres. Et là aussi, il faut essayer et voir ce qui convient. Mais il y a la librairie Junko. Je sais pas si vous connaissez. C'est une librairie japonaise qui est sur Paris. Et on peut acheter du matériel importé. Là, moi, j'achète tout là-bas, tout ce qui est feuilles et plumes, encre aussi. Et donc, le manga, ça se dessine à la plume plus qu'au feutre ou sur certaines BD? Il n'y a pas vraiment de règles pour le dessin. Donc,
Je pense qu'il y en a plus qui sont dessinés à la plume, je pense, au Japon. Mais maintenant, comme je disais, il y en a beaucoup qui sont dessinés en numérique. Et il n'y a pas trop de règles. Il y en a qui peuvent dessiner aussi au feutre ou au stylo. J'ai des amis qui dessinent au stylo, donc il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Oui. Vous utilisez quelle feuille? J'utilise des feuilles. Vous aimez bien le matériel, hein. Et d'accord, j'utilise des feuilles dilateurs. Feuilles dilateurs. C'est aussi une marque japonaise. Et j'utilise des feuilles au format B4. Alors les feuilles dilateurs, c'est des feuilles spécialisées pour le dessin, ça qui est bien. Donc en fait, elles sont faites pour la plume, c'est-à-dire qu'elles sont pas, la plume va bien glisser sur les feuilles en fait. Donc je recommande s'il y en a qui veulent essayer. Par contre, c'est importé du Japon encore une fois et c'est assez cher. C'est je crois que 14,50 € le paquet et il y a seulement 40 feuilles. Donc donc c'est assez cher. Mais après bon voilà, c'est agréable de dessiner dessus et puis on aime le matériel de dessin, on a envie d'avoir du bon matériel. Oui. Mais quand on regarde un manga, il y a de l'encre noire mais aussi de l'encre gris. Ça, c'est les trames, hein. Je pense que tu veux dire les ombres, par exemple. Oui, ça, c'est les trames. Les trames, en fait, c'est des petits points noirs qui simulent le gris, en fait. Donc, si on zoome très très près des trames, on remarquera que c'est des petits points. Et en fait, les points sont tellement proches que ça simule le gris quand on regarde de loin. Et la raison pour laquelle on utilise des trames et pas des aplats de gris, c'est parce qu'on imprime les pages en noir et blanc. Donc en fait, il n'y a pas de gris du tout normalement dans les pages de manga. C'est moins cher à imprimer. Et les trames sont pas dessinées, bien sûr, c'est ajouté en numérique. Mais il y a aussi un moyen de le faire sur papier. C'est très cher. Il faut acheter les feuilles de trame et après il faut les coller et détourer au cutter. C'est comme ça qu'ils le faisaient à l'époque au Japon. Et il y en a qui le font encore comme ça, mais c'est juste, c'est un peu long honnêtement. Et en France, encore une fois, c'est que du matériel importé et c'est très cher de faire des trames. Je me souviens plus du prix exact, mais j'en ai acheté récemment et faire tout un manga tramé sur papier, c'est vraiment très cher. Ouais. La plupart du temps, les auteurs, en fait, ils font les ombres eux-mêmes, ils dessinent les ombres. Il y a des styles comme ça où on le fait directement au dessin. Mais si par exemple on veut avoir un aplat sur des vêtements par exemple, où on veut que ça soit totalement gris, avoir un style spécifique, là on veut mettre une trame par exemple, et ben ça il faut l'ajouter en numérique ou le mettre sur papier. Oui, c'est le fait que ce soit du noir et blanc, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est pas plus difficile, mais c'est le rendu qui est comme ça en fait. C'est le rendu, on va dire, traditionnel des mangas. Et on n'est pas obligé nous de le faire comme ça, mais juste pour se rapprocher du rendu du manga, on le fait. On fait les trames. Parce que dans ce cas-là, on pourrait juste mettre du gris ou même mettre des couleurs, mais dans ce cas-là, ça ressemblerait moins à un manga, je pense. Et du coup, j'ai apporté des documents à vous montrer pour illustrer un peu toutes les étapes, je vais vous faire passer. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Ah, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Je vais faire passer aussi après quand même. Bonne idée. On va utiliser la visionneuse. Oui.
J'ai une belle écriture. C'est ironique, hein, bien sûr. Donc ici, j'ai apporté quelques photocopies de mon cahier de scénario. Bon, moi, j'écris tout à la main parce que c'est plus, j'aime bien aussi. C'est une question de préférence. J'aime faire des ratures ou entourer des choses, mettre des flashs, etc. Donc voilà, comme je disais, hein, je fais tout par étapes. Je fais 3 colonnes, ça correspond à quoi? Ici, là. Oui, le fait qu'il y ait 3 colonnes comme ça. C'est juste pour m'organiser, pour séparer les chapitres ou les scènes, des choses comme ça. Je fais des courbes de tension. Je sais pas si vous connaissez la technique, mais ça permet d'organiser ces scènes jusqu'à un point de tension maximale, ça s'appelle le climax, pour voir où les personnages vont atteindre leur objectif. Et j'utilise ce qu'on appelle squelette de scénario pour organiser la tension du livre. Et je fais ça pour chaque étape, donc pour la série, pour les chapitres, pour les tomes, pour les personnages aussi, je fais leurs objectifs, leurs obstacles, etc. Et donc ça, je vais vous le faire passer. Alors, c'est pas fait pour lire, hein, bien sûr, c'est plus pour regarder rapidement à quoi ça ressemble. Et ici, j'ai ce qu'on appelle donc le storyboard. Alors, mon storyboard, il ressemble à ça. Vous voyez, c'est pas encore du dessin pour moi. C'est plus l'idée de la mise en scène. La mise en place des personnages. Exactement. Donc ici, Excusez-moi, j'ai une question par rapport au storyboard. Marie-Princesse, comment vous faites pour réfléchir à quel angle de vue est le plus intéressant? Est-ce que vous faites plusieurs tests pour voir comment ça fonctionne avec la perspective? Vous avez tout de suite idée, lancez-vous même depuis le début, parce que je trouve que c'est une étape qui est assez compliquée. On en parle de rendre la scène intéressante, de penser Ah oui. au bon angle de vue, de ne pas faire quelque chose de trop linéaire ou de trop classique. On peut varier bien sûr les points de vue pour que ça soit plus dynamique. En général, le storyboard, des fois, ça implique des contraintes narratives. C'est-à-dire qu'un personnage va souvent regarder dans le sens de la lecture, par exemple, pour aider le lecteur à suivre l'agencement des cases. Pareil pour les bulles, on va les placer de manière stratégique pour pas que le lecteur tout d'un coup regarde tout à droite ou tout à gauche. Et souvent, quand on fait notre scénario, on a des fois des images qui arrivent. Ces images-là sont hors storyboard, mais on a vraiment envie de les placer parce que il y a une émotion, un attachement, ces scènes-là qui fait qu'on veut les dessiner comme ça. Donc là, c'est un peu différent. Mais globalement, de mon côté, c'est plus dans la narration que je vais faire mes points de vue. Même mes perspectives, est-ce que ça va être un point de vue de haut ou plus horizontal? Et ça va... Je fais en fonction vraiment de comment ça va guider le lecteur et comment ça aide la narration, plus que chercher un dynamisme. Mais il faut allier les deux, comme ce qu'il faut me dessiner des plans qu'on aime bien, je pense. Donc, et le storyboard, ça reste, alors pour moi, ça reste un art quand même à part entière. Donc, chacun va avoir une vision différente de comment raconter la scène, et c'est ça qui est beau. Et en fonction de ce que toi tu préfères dessiner, faut aussi faire confiance à ses goûts, je pense. Et par exemple, si je veux illustrer ici ce que je disais, on a vraiment un personnage qui va regarder ici à droite, vers un autre personnage. Ce personnage-là va tourner la tête vers l'autre personnage, bien sûr, pour discuter. Mais en vérité, ici, elle remarque quelque chose, et c'est à gauche. C'est à gauche, et du coup, ça va ramener à ce point de vue-là. Et à chaque fois, ça rebondit un peu. Là, encore une fois, il regarde dans ce sens-là. Il s'amène ici. Ici, j'ai une perspective qui monte. Ça mène vers la suite, ici. Ah oui, donc on pense toujours d'une case à l'autre. Ah oui, bien sûr. C'est le but du storyboard, c'est que la lecture soit le plus fluide possible. Oui, on peut pas dessiner dans n'importe quel plan, parce que sinon, si on fait un personnage qui regarde dans le sens inverse, ou on met une bulle qui est pas dans le bon sens,
la lecture va pas être agréable, ou alors le lecteur va pas comprendre ce qui se passe dans la scène. Enfin, pour moi, c'est très technique quand même. Donc storyboard. On travaille toujours en double page, hein, pour être sûr que c'est bien agencé. Et donc après j'ai mes crayonnés. J'ai mes crayonnés ici. Donc les pages que je vous fais passer, c'est la même scène. Donc moi j'ai un processus qui est de faire mes crayonnés en numérique pour des raisons pratiques. Je disais que je préférais faire l'ancrage sur papier, mais par contre mes crayonnés je préfère les faire en numérique parce que ça me permet d'agencer tous mes cadres, bien placer mes bulles. Et souvent quand je dessine au crayon, j'ai tendance à faire beaucoup de traits et parfois j'ai du mal à me relire. Là où en numérique j'ai pas ce problème-là parce que je peux juste baisser l'opacité des calques. Je sais pas si ça vous parle un peu, mais en numérique on peut créer des calques de dessin et on peut vraiment masquer des choses ou déplacer ce qu'on a dessiné sur les calques de manière pratique. Et ça c'est vraiment pratique en numérique, c'est de pouvoir taper directement son texte et du coup on peut faire les bulles directement à la bonne taille. C'est étonnant en fait, il y a beaucoup, je pense, d'auteurs qui font plus l'inverse, non? Qui font d'abord leur crayonné en papier et qui. Ça arrive aussi, ouais. Ils font l'ancrage en numérique. Ça arrive aussi, c'est vrai. Je sais pas s'il y en a plus. C'est possible qu'il y en ait plus, ouais. C'est vrai que j'avais plus entendu de gens dire qu'ils faisaient le dessin et après ils reprenaient l'ancrage. Ouais, c'est pas faux, ouais. J'en connais plusieurs aussi qui font ça. Mais j'avais vu dans votre manga que vous faisiez l'inverse. Oui. Vous le décrivez dans les. Ah oui, c'est vrai, j'ai dans les bonus, ceux qui sont intéressés, dans les bonus du manga, je mets comment je travaille. Puis en vérité, j'ai pas grand chose à rajouter sur l'étape des crayonnés. Parce que là, une fois qu'on a fait le scénario et le storyboard, le plus dur est fait, je pense, parce que l'aspect créatif est surtout à ce niveau-là. Puis après, quand on fait les dessins, on a déjà les rails qui sont là, donc on va juste dessiner tranquillement et c'est plus plaisant, je dirais. C'est moins laborieux. Il vous arrive d'arriver au dessin, de vous apercevoir que ça va vraiment pas? Oui, il faut pas hésiter à changer, bien sûr. Même au niveau du scénario, ça m'arrive de faire des modifications de dernière minute, d'enlever des pages ou d'en rajouter. Je pense qu'il faut rester flexible parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et dans les projets en manga, bande dessinée, l'éditeur, vous discutez avec l'éditeur ou pas du tout? Il y a des fois où il vous dit ah non, là ça va pas. Normalement, il faut discuter. Moi, pour Tali, j'ai pas eu beaucoup de retours. On fait des réunions quand même où moi j'envoie par exemple toute l'étape des crayonnés. Comme ça, il y a une relecture avec mon éditrice. Et un autre point où j'ai fini les pages et on relit ensemble. Et parfois, il y a des retours, bien sûr, surtout au niveau, je dirais, de la narration, moins sur le dessin. C'est plus, est-ce qu'il faut pas changer ce dialogue-là, ou rajouter peut-être une bulle ou une case, des choses comme ça, pour être sûr qu'on comprend la scène. Donc après, on a l'étape de l'ancrage, ici. Donc l'ancrage, comme je disais, c'est sur papier. Donc le processus, c'est je vais imprimer mon crayonné numérique sur une feuille A3. Et grâce à la tablette lumineuse, je vais pouvoir ancrer mon dessin sur une nouvelle feuille que je vais coller par-dessus. J'utilise une plume qui s'appelle la Saji Pen, une plume japonaise, et de l'encre noire, comme je disais.
Donc là, c'est la dernière étape ici. Donc on a, comme je disais, les trames. Hein. Donc j'ai fini mon dessin, je l'ai scanné, et en numérique, je rajoute les trames. Donc c'est tout ce qu'on voit en niveau de gris ici, le remplissage là, par exemple, et là, les ombres. Tout ça, c'est fait en numérique, c'est ce qu'on appelle les trames. Et bien sûr, je rajoute le texte. Et c'est la dernière étape. Une fois que j'ai fait les trames et que j'ai ajouté le texte, que j'ai corrigé un peu mes dessins, j'envoie toutes mes planches à ma maison d'édition, à la maison d'édition, qui vont faire une relecture et l'imprimer. Excusez-moi, cette étape-là, vous disiez que vous faites en numérique, ça? Oui, l'étape des crayonnés, c'est en numérique. Je vais essayer, pour mon prochain projet, j'aimerais un peu modifier ça et repasser au crayon totalement tout sur papier. Mais on verra pour l'instant. Justement, par rapport à ça, est-ce que, je ne sais pas si c'est le bon terme, est-ce que vous subissez peut-être une concurrence de la part des intelligences artificielles qui commencent à faire ce genre d'exercice-là? Alors moi, pas personnellement, les auteurs pour l'instant pas trop. J'ai l'impression que les BD qui sont sortis en intelligence artificielle sont vraiment pas à la hauteur pour l'instant, notamment parce que ils peuvent pas reproduire les mêmes personnages. Il y a ce problème où ça, en termes au niveau de la création, ils peuvent pas, ils sont obligés, au niveau des paramètres, on peut pas retrouver exactement le personnage. Il y a ça à prendre en compte et j'ai pas eu pour l'instant de retour sur l'intelligence artificielle qui arrive à faire une bonne BD ou un bon manga. Mais ça arrivera un jour ou l'autre, bien sûr. Sur les trames, peut-être que ça peut après, parce que c'est vous qui avez des trames. Ben, je sais pas trop. Sur l'insertion des textes. Bon, pour les textes, oui, je sais que ça écrit des histoires et tout ça, ça c'est sûr. C'est surtout en illustration qu'il y a des problèmes au niveau de l'intelligence artificielle parce que ça, c'est juste une illustration, ça reprend le style de quelqu'un, c'est très efficace à ce niveau-là. Et c'est de plus en plus difficile d'arriver à voir que c'est l'ordinateur qui a créé le dessin. Sur les scénarios, peut-être? Sur le scénario aussi, bien sûr. Oui. Parce qu'il y avait un scénario, il a reçu un scénario de BD il y a 2 mois à peu près, et il disait que lui-même, des fois, ça lui arrivait de lui demander. C'est vrai. Ouais, et il disait, en fait, c'était juste pour voir ce qu'on pouvait lui sortir. Ah, ok. Et après, en fait, il réaffinait derrière. Bien sûr qu'il reprenait l'histoire derrière, qu'il réécrivait tout, mais c'était juste pour avoir les idées de base, pour s'en laisser les idées de base. Je peux pas m'exprimer pour chaque milieu artistique, mais dans le milieu du dessin, en tout cas, c'est pour l'instant mal perçu de s'en servir parce que il y a certains problèmes éthiques sur le vol d'art. L'intelligence artificielle est alimentée par des dessins d'artistes qui n'ont pas donné leur accord en fait. Et du coup, le problème est là en fait. Ça c'est alimenté et ça reprend des styles qui existent déjà et qui rémunèrent pas les artistes en question. Ils sont en plus se protéger normalement par droit d'auteur. Bien sûr, bien sûr. C'est supposé. Je parle ça parce que moi, dans mon métier, je commence pas mal à utiliser l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on se pose des questions de droit d'auteur, tout ça, pour produire des textes, des images. Et moi, ça me parle. On arrive à produire des scénarios, des maquettes, puis même aller au résultat final, bien sûr. Mais je pense que ça arrive un jour pour nous. Ah oui, ça va continuer à se développer et je sais pas trop ce qu'on va devenir, mais. Oui, je ne sais pas. Je veux dire, après, vous aurez, je sais pas, peut-être potentiellement après, les gens qui vont rechercher plus du vrai art, comment distinguer le vrai dessin fait à la main de l'artiste versus à l'ordinateur. Ça, je sais pas, hein, parce que plus on va avancer et moins on verra la différence.
Et les gens n'ont pas forcément cette envie de... Ils cherchent pas non plus à différencier les deux. Il y en a qui sont d'accord pour accepter le dessin fait par ordinateur. Hein. Donc, faudra qu'un jour qu'il y ait des lois sur ça. Quoi. Je sais pas trop comment ça va évoluer, mais ça va être de plus en plus efficace, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui. J'ai des vidéos à vous montrer aussi sur les étapes. Vous avez eu des bonnes questions en tout cas. J'étais un peu surpris. Vous êtes plusieurs à travailler un projet, j'ai l'impression, ou à être intéressé. Donc ici, c'est une vidéo sur mon matériel d'ancrage. Donc comme je disais, ici, j'ai imprimé mon crayonné et je vais coller une nouvelle feuille avec du ruban adhésif. Et en dessous, j'ai une tablette lumineuse qui permet ensuite de voir en transparence mon dessin. Voilà. Et après, ça me permet d'ancrer avec cette plume dont je parlais, la Sajipen. Ouais. Vous avez deviné. Ça vous permet d'affiner le dessin? Avec la tablette lumineuse? Oui, ça, c'est le fait qu'on colle une feuille. Ah, c'est juste parce que c'est pratique. J'ai pas d'autre choix en fait si je veux ancrer sur papier par-dessus un dessin numérique. Il faut que j'ai le crayonné numérique d'une manière ou d'une autre et il faut l'imprimer. Et le faire sur une nouvelle feuille, c'est pratique parce que j'ai pas, si c'était fait au crayon par exemple, j'ai pas à effacer le crayon derrière. J'ai pas peur de gâcher mon crayonné. Après, au niveau du rendu, ça change pas grand-chose, je pense. On n'est pas plus précis. C'est juste directement on a une planche propre à la fin. C'est-à-dire que celle que vous collez par-dessus, vous va dessiner par la suite, c'est la version finale? C'est la version finale qui va être scannée. Okay. Et ensuite, j'ajoute les trames après. Et ça arrive à l'ancrage de se rendre compte qu'il faut qu'il n'y ait pas tous les détails ou qu'il y a trop de détails, non? Si, moi, ça arrive. Alors, je crois qu'on va le voir ici. Je mets du blanco. Oui. J'ai un blanco, un super blanco, qui, encore une fois, vient du Japon. C'est un petit pot et avec le bouchon qui est un pinceau. Et j'en parle parce que c'est pas si simple en fait de trouver du bon blanco. Et je dirais que c'est aussi important que d'avoir une bonne encre noire. Donc le blanco, après une fois qu'il est sec, on peut redessiner par-dessus. Et le matériel qui oui. est au Japon, il est cher parce qu'il est importé? Oui. Ou parce qu'au pays, non, mais c'est parce qu'il est importé. Il est importé, oui, c'est pour ça. Au Japon, il coûte beaucoup moins cher. C'est même qu'il coûte pas grand-chose, je pense. C'est ça. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter sur l'ancrage. J'utilise une technique aussi qui s'appelle l'ancrage par hachurage. Donc c'est pour faire les ombres, on fait des hachures. Et c'est une technique que j'adore depuis que je suis étudiant. Très inspiré par les impressionnistes, par un auteur qui s'appelle Moebius aussi. Miyazaki aussi, qui utilise cette technique, qui a été inspiré par Moebius sur Nausicaa, le manga. Donc on fait des petits traits pour faire les ombres et c'est très agréable. Oui, t'as une question?
Comme tablette, la tablette lumineuse, c'est une Vion. Vion format A3. Là, j'ai une petite vidéo où je vous montre La couleur. la couleur. J'utilise de l'aquarelle. Là, par contre, c'est pas la même encre. J'utilise une encre qui est résistante à l'eau. Et avant, je faisais tout mes couleurs en numérique en vérité. Mais ces dernières années, j'ai voulu me tourner vers le traditionnel parce que c'est, encore une fois, cette envie d'avoir plus d'erreurs, plus de grains. La colorisation par ordinateur, ça m'intéressait moins. C'était trop froid pour moi, enfin trop laborieux. C'était du remplissage d'aplats. Je vous montrerai tout à l'heure si on a le temps. J'ai mené des étapes des couvertures où c'est en numérique. Il faut juste remplir les zones et c'est vraiment moins amusant. Oui? Mais c'est avec quelle plume que vous utilisez? C'est une plume qui s'appelle la Sajipen. C'est une plume de dessin en fait. Après, il y en a plein d'autres qui sont bien. Il faut tester parce que ça dépend vraiment des auteurs, des dessinateurs. Parce que moi, je vois votre plume, mais elle est flexible. Oui, moi aussi je me disais, elle a l'air souple, plus souple que la plume normale. Ah bon? Oui. C'est l'impression qu'on a en regardant. Je m'en rends pas trop compte en fait, mais celle que j'utilise, normalement, elle est plus rigide que d'autres plumes. Mais après, une fois qu'elle est plus usée, bah, ça s'oublie. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec plusieurs plumes différentes, une qui est usée et une qui est neuve pour avoir des traits plus fins, plus précis, et une autre qui est plus souple pour faire des traits plus épais. Mais après, il y a plein de plumes qui sont connues. Il y a la G-Pen, par exemple, c'est la plume la plus connue pour les dessins. C'est une plume qui est utilisée par plein de mangaka, par exemple Eiichiro Oda, Akira Toriyama, elle est utilisée aussi. Ouais. Et c'est la plume la plus utilisée dans les mangas de shonen, en fait. Quand vous avez appris et en numérique et à la plume et c'était plutôt ma question, c'était plutôt sur la couleur. La couleur, vous les avez appris sur les deux façons de faire ou dans votre, je sais pas quel cursus vous avez suivi? J'ai fait du dessin quand j'étais petit, j'avais pas de tablette, donc je dessinais tout sur papier. Et la tablette, j'ai commencé à en faire plus vers l'âge de 18 ans. Et c'était le début un peu du dessin numérique et j'étais très curieux de voir ce qu'on pouvait faire avec. Après mon lycée, j'ai fait une école en cinéma d'animation. On a travaillé quelques techniques de dessin, mais les cours ne se portaient pas sur le dessin. En vérité, c'était sur la réalisation. Par contre, on avait des cours de dessin de modèles vivants. Et ça, c'était ce qui m'a le plus fait progresser, je pense. Alors, en couleur, après, c'est vraiment le fait de vouloir essayer les nouvelles techniques qui m'a fait apprendre, je pense. Oui. Excusez-moi. Non, pas de souci. Vous avez commencé, quel est votre rapport avec le dessin en général? Vous vous intéressez à d'autres styles? Vous êtes vraiment focalisé, spécialisé dans le manga? Est-ce que d'autres arts nourrissent votre Totalement. approche du manga, etc.? Je dirais que je suis moins inspiré par le manga en vérité. La plupart des autres styles m'intéressent plus que le dessin manga. J'aime beaucoup les dessins manga aussi, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'illustrations pour enfants, par exemple, qui m'inspirent. Beaucoup de films qui m'inspirent. La photographie. Quand je vais sur Instagram, par exemple, et que je regarde les artistes, je dirais que ce que je vais garder dans mon dossier d'inspiration, c'est pas du dessin manga. Mais ça, c'est personnel. Donc, je pense que c'est important d'être curieux et de se nourrir de d'autres choses. Comme je disais, le dessin de modèle vivant, c'est ce qui m'a fait progresser en dessin. C'est parce que jusqu'au lycée, je dessinais que du manga. Et ça m'a un peu posé problème quand je suis arrivé en école d'art parce que c'était tout ce que je savais dessiner en fait. J'étais un peu frustré et bloqué. Et faire du modèle vivant ou faire du modèle de dessin d'observation. Donc je dessinais souvent les gens dans le métro, dans le RER. Mais ça m'a vraiment donné confiance au niveau du dessin. Ça m'a fait progresser. Je dirais même que c'est une manière d'obtenir un dessin plus personnel aussi, puisqu'il n'y a pas d'inspiration, c'est juste la réalité
et comment nous, on va l'interpréter. Ça permet de créer des tics graphiques vraiment personnels. Oui. Vous voulez citer quel œuvre qui vous a inspiré pour réaliser ce... Ouais, enfin, je dirais, j'ai envie de citer, là comme ça, j'ai envie de citer Orgueil et Préjugés, qui est, je pense, un des livres les plus inspirants pour moi pour la création de personnages. Sally, le personnage est directement inspiré du personnage principal, Elizabeth Bennet, au niveau du caractère. Il y a un manga qui s'appelle, et un animé aussi, qui s'appelle Karikano, entre elle et lui en français, qui a un shoujo. Et pareil, le personnage principal, Yukino Miyazawa, totalement inspiré du personnage par Tali. Puis après, il y en a beaucoup, mais je crois que je vais devoir arrêter parce que on est très sérieux sur, on est très sérieux sur les horaires, donc. Mais vous pouvez le retrouver Oui. pour une séance de dédicace extérieure. Merci. Merci pour toutes les questions, c'était vraiment sympa de discuter avec vous. Merci beaucoup.